soyez les bienvenus sur Monaco Info. Les 17 et 18 juin prochains auront lieu les séances publiques dans le cadre de la session législative de printemps. Nous allons aborder différents sujets d'actualité avec le président du Conseil national, Laurent Nouvion. Bonjour. Bonjour. Alors nous nous sommes installés ici dans une des artères principales de la Principauté, puisque beaucoup de véhicules passent ici tous les jours. Nous sommes entre la Villa Paloma, le chantier Langelin, un lieu très symbolique pour mener cette interview. Oui, doublement symbolique. D'abord, c'est un lieu où rentrent pratiquement 100 000 véhicules jour à Monaco. L'entrée ouest, très connue du jardin exotique. Je me suis exprimé sur les sujets de la circulation. Je crois que nous y reviendrons pendant cette émission. Tout à fait. Et ensuite, c'est un lieu très important pour le Conseil national, pour la majorité, pour l'ensemble des élus, c'est-à-dire devant ce chantier de Langelin, qui est le premier chantier domanial décidé par notre législature en plein accord avec le gouvernement. Et c'est un élément, je pense que c'est un endroit très symbolique. Alors nous allons consacrer toute cette première partie au projet de loi concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national. Finalement, comment les règles de fonctionnement sont-elles fixées aujourd'hui ? Elles sont fixées parce que nous avons souhaité, après 26 mois de législature, enfin voter cette loi qui est en suspens depuis près de 13 ans. Ça fait 13 ans que la Haute Assemblée n'a pas de loi organique. Nous fonctionnons toujours avec la loi de 1964 qui a donc, vous le voyez, près d'un demi-siècle, qui a rendu de bons et loyaux services. Et nous avons souhaité, la majorité a souhaité enfin mettre en place et voter cette loi conformément aux engagements que nous avons pris au Conseil de l'Europe et puis nos engagements que nous avons pris avec nos compatriotes pendant la campagne électorale. Donc j'espère que dans les jours qui viennent, effectivement, elle sera votée. C'est une grande avancée pour l'ensemble des élus et pour l'ensemble des fonctionnaires du Conseil national dans le cadre de son organisation. Et je suis à votre disposition pour vous donner plus de précisions. Alors il faut rappeler que tous les conseillers nationaux exercent une profession au quotidien. Finalement, comment s'organisent-ils au sein de la Haute Assemblée ? Oui, ça fait partie une de nos particularismes et que nous voulons jalousement conserver, c'est-à-dire que les élus à Monaco ne sont pas des professionnels de la politique, ils ont une profession à côté. Certains voudraient professionnaliser la fonction, la majorité y est fermement opposée, même si nous savons qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces fonctions lourdes et qui sont très passionnantes, très prenantes, nous jonglons tous avec notre emploi du temps personnel, familial, professionnel, et ça n'est pas simple, mais je crois que nous devons aux compatriotes et à la confiance qu'ils ont mis en nous en février 2013. C'est normal, ça fait partie de nos engagements. Un mot peut-être également, Monsieur le Président, sur les fonctionnaires et vos principaux collaborateurs. Oui, mes principaux collaborateurs autour de moi et autour des présidents de commission sont ce qu'un certain nombre de mes détracteurs m'ont reproché de ne pas avoir de cabinet. Moi, je suis quelqu'un je fonctionne à un rythme précis, je suis un légaliste et nous sommes très contents que cette loi soit votée dans les prochains jours, ce qui va permettre de donner une ossature juridique au cabinet qui sera annoncé, formé conformément à la loi, qui va en donner la possibilité, puisqu'avant il n'y avait qu'une base réglementaire, ce cabinet n'avait qu'une base réglementaire qui contrecarrait avec la loi qui ne le permettait pas. Donc nous revenons à un fonctionnement normal et bien encadré légalement. Ça, c'est très important. Donc pour en venir au projet de loi concernant le fonctionnement et l'organisation du Conseil national, quels seront les grands changements si ce projet de loi est voté ? Oui, j'ai un peu tendance à dire qu'on on fait rentrer le Conseil national dans la modernité en 2015, puisque cette loi d'organisation va avoir plusieurs innovations et elle va aussi prendre en compte des évolutions qui se sont passées depuis une quinzaine d'années sur le fonctionnement depuis la modification constitutionnelle de 2002, puisqu'il y a une majorité, une opposition. Il va y avoir la reconnaissance de groupes majoritaires au-delà de 2 élus, avec la possibilité pour eux de s'organiser sous forme d'associations avec des statuts types. Ils vont avoir la possibilité d'avoir des assistants d'élus avec une enveloppe supplémentaire que j'ai négociée avec le ministre d'État, notamment pour le budget 2016 qui va arriver. Donc ça, c'est c'est un plus notable. Il va y avoir aussi la possibilité, je m'y suis employé à ce que l'opposition puisse s'exprimer à chaque émission parlementaire, ce qui ne nous avait pas été donné lors de la précédente législature. Je me suis moi-même exprimé 4 fois en 5 ans, ça ne fait pas beaucoup, notamment sur votre antenne.
Et je pense que c'est normal. Et puis j'ai un principe, c'est que je pars du principe que c'est un peu le traité sur la tolérance. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Et nous avons souhaité, dans le cadre de la majorité, et avec Jacques Ritt qui a fait un travail remarquable, nous avons souhaité que l'opposition, les droits de l'opposition soient pris en compte, pas au détriment de celle de la majorité, bien sûr, parce qu'il faut que le Conseil national et l'Assemblée fonctionnent, mais on le voit notamment dans le vote quasi unanime des différents articles de ce projet de loi et du règlement intérieur qui ont été traités et étudiés concomitamment. Donc ça, c'est vraiment un sacré challenge et j'en suis très fier et je félicite et je remercie Jacques Ritt et toute l'équipe de fonctionnaires et notamment de juristes autour de lui qui ont pu permettre, je l'espère, ce vote dans les heures qui vont venir. Et vous avez considéré justement ce projet de loi comme une grande avancée? Oui, c'est une avancée parce que c'est indéniable, ça donne des droits supplémentaires, ça inscrit le Conseil national maintenant dans la modernité. J'espère qu'on a voté cette loi et qui va perdurer pour plusieurs dizaines d'années. On est toujours à disposition pour modifier la loi et pour essayer de l'améliorer, notamment dans le fonctionnement interne d'une assemblée. Mais je crois qu'il y aura un avant et un après. Et nous sommes très fiers, très humbles, mais très fiers de l'ensemble de ce processus qui a été obtenu en peu de temps finalement, 26 mois, c'est pas beaucoup, alors que pendant 13 ans, cette loi a été laissée en souffrance, beaucoup de perte de temps. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mes prédécesseurs n'ont pas voulu ou pu la faire voter, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'elle soit votée. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour regagner le grand hémicycle où nous attendent les rapporteurs. Vous découvrirez également la vie parlementaire ainsi que les expressions libres et nous nous retrouvons pour la suite et la fin de cette émission. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle. À mes côtés, Jacques Ritt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur du projet de loi portant sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national. Comment avez-vous construit ce texte? Il s'agissait d'une grande aventure, puisqu'elle a duré 2 ans et demi, pas tout à fait 2 ans et demi, ça fera 2 ans et demi cet été. La première condition qui me semblait en tant que président de la commission créée à cet effet, cette commission spéciale dont on parle dans les journaux ou autres, cette commission devait, dans l'idéal, examiner les articles 1 à 1 et ensuite surtout être amené à les voter, si possible, à l'unanimité. C'était un pari. Il est rare que les politiques, lorsqu'il existe une majorité et une minorité, lorsque cette majorité a la liberté d'être d'accord ou pas d'accord, ce qui est quand même quelque chose de fondamental, et c'est le cas actuellement, il est rare que les politiques arrivent à s'entendre facilement. Alors, ça n'a pas toujours été facile, mais ils se sont entendus. Et la quasi-totalité des articles de ce texte et la quasi-totalité de son satellite très important, qui est le règlement intérieur du Conseil national, ce texte sans le règlement intérieur et sans mode d'emploi, somme toute. Donc ce règlement intérieur également, tous ces articles ont été votés pratiquement à l'unanimité. Était-il nécessaire justement de présenter ce projet de loi aujourd'hui ? Je crois qu'on peut répondre par l'affirmative, ne serait-ce que par rapport au délai de réflexion que se sont accordés de législatures successives depuis le changement qui a été apporté à la Constitution en 2002, ce changement qui marquait ou qui précédait l'entrée de Monaco dans le Conseil de l'Europe. Ce texte est devenu décalé sur certains points, voire même en contradiction avec l'usage. Alors, bon, le
le droit d'usage, ça existe, mais enfin, par rapport à un texte de ce poids, qui est le texte d'organisation de fonctionnement du Conseil national, il était difficile de continuer sur des points aussi importants que l'existence ou pas d'un cabinet du président. Ce point ne figurait pas dans le texte. Il n'était pas prévu qu'existe un cabinet. Ça a été créé, c'est créé dans le texte qui doit être voté la semaine prochaine. Pourtant, il y a eu effectivement des cabinets de présidence. Donc, vous voyez, on était dans une situation où il devenait urgent de régler les choses sur le plan textuel. Et il y a bien d'autres raisons aussi. La position de Monaco, l'attitude de Monaco, très résolument évolutive par rapport à l'Europe, par exemple, amenait un certain nombre d'aménagements qui, dans on va dire dans les assemblées modernes, concernent par exemple la possibilité de lever d'immunité. L'immunité parlementaire peut être levée. Là, si vous voulez, cette possibilité existait de par la Constitution, mais la loi numéro 771, celle de 1964, ne prévoyait pas plus de détails. Il était nécessaire de préciser ce flou. Ça a été fait également. Y a-t-il eu d'autres changements sur ce projet de loi, justement ? Oui, il y en a beaucoup. Écoutez, on va parler de celui qui fait le plus plaisir aux élus. Ils ont beaucoup travaillé, donc autant parler de ce changement. C'est la création, somme toute, de la notion d'assistant d'élu. C'est ce qui correspondrait dans d'autres parlements à des attachés parlementaires ou assistants parlementaires. Nous avons choisi le terme d'assistant d'élu, et c'est une chose qui n'existe pas. Vous savez qu'à Monaco, l'élu est un temps partiel. L'élu a en principe une profession. Cette profession peut lui demander de lui accorder beaucoup de temps, et le temps restant, il faut le créer, ce qui n'est pas toujours facile. Les assistants d'élus sont susceptibles d'énormément aider les conseillers nationaux, par exemple, dans le travail de documentation préalable à l'étude d'un texte de loi, par exemple. S'il s'agit de personnes plus spécialisées, versées en matière juridique, ils peuvent, encore une fois, aider l'élu dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est-à-dire l'élu qui n'est pas dans le domaine politique va s'appuyer sur cette partie technique sur un assistant d'élu et va ajouter en fait son message politique dans l'article. C'est ce genre de collaboration qui est possible. Il y a d'autres nouveautés également. Je vous ai parlé tout à l'heure du cabinet, de la création du cabinet du président. Il y a une augmentation également de l'autonomie du président sur le plan du budget du Conseil national, sur le plan également des nominations des permanents du Conseil national et de l'influence du président sur leur carrière. Il y a beaucoup de modifications techniques en fait dans cette qui apportent des éléments nouveaux. Oui. Philippe Clérici, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur du projet de loi concernant la désaffectation de parcelles entre le boulevard d'Italie et le boulevard du Larvotto. Déjà, qu'est-ce qu'une désaffectation ? Alors, une loi de désaffectation permet d'effectuer un transfert de propriété du domaine public vers le domaine privé de l'État. Ensuite, l'État peut ainsi céder cette parcelle à un opérateur privé qui, en l'échange de droits à bâtir, va réaliser un programme public. Pouvez-vous nous dévoiler la réalisation exacte de cette opération ? Alors, cette opération est une opération assez compliquée. Le terrain est un terrain complexe puisqu'il va depuis donc le boulevard d'Italie, descend en cascade jusqu'à l'avenue Princesse Grasse. Donc, c'est assez compliqué de réaliser quelque chose. Mais ça a pu se faire et donc sur ce terrain, donc sur ces parcelles qui vont être réunies, vont prendre place un immeuble pour les Monégasques, un immeuble donc avec 156 logements pour les Monégasques,
une crèche de plus de 50 berceaux, une école internationale de 700 places et un parking public, parking dit relais ou de dissuasion, qui va permettre de désengorger la partie est de la principauté, un parking de 1123 places. Finalement, comment avez-vous travaillé sur ce projet de loi ? Alors tout l'enjeu, c'est ce que j'expliquais au début de l'interview, c'est que ces lois de désaffectation donnent des droits en effet à des opérateurs privés, et tout l'enjeu est de faire en sorte que l'État s'y retrouve. Et je trouve que le programme est particulièrement bien réalisé, puisque l'État, en l'occurrence, va récupérer 65% de programmes publics. C'est assez spectaculaire, et quand on sait en plus que l'opérateur privé aura tous ses appartements ou ses bureaux, c'est à lui de décider ce qu'il en fera dans le socle, la partie la moins noble de l'ensemble, et que les monégasques auront, eux, la partie, si je dois dire, on dirait le solides dans le poulet, c'est-à-dire la partie la meilleure, hein, les 156 appartements où la plupart seront orientés sud dans la tour qui va faire plus d'une vingtaine d'étages. Donc je crois que c'est particulièrement bien réalisé. Je suis à présent avec le rapporteur du projet de loi concernant la désaffectation rue des Giroflées, Claude Boisson. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer où se trouve la rue des Giroflées ? Écoutez, je crois que votre question est bien utile, parce que vu l'urbanisation, si on cherche les giroflées, on ne va pas pouvoir la trouver facilement. Alors, il faut aller où il y a l'arrêt de bus du terminal de Saint-Roman. Juste en face, il y a l'avenue Saint-Roman et une petite impasse, le mot est très important, on verra ensuite pourquoi, qui est la rue des Giroflées. Alors concrètement, en quoi consiste ce projet de loi ? Alors, le projet de loi, le numéro 926, consiste à désaffecter une parcelle du domaine public. Pourquoi ? Nous avons donc un promoteur immobilier qui a acquis un certain nombre de petites villas, qui n'étaient d'ailleurs pas protégées, et ces petites villas lui permettent d'avoir un périmètre pour construire un immeuble. Toutefois, il a besoin, tout au fond de cette impasse, de 328 mètres carrés qui lui permettraient notamment de faire un projet plus convenable avec un accès pour les véhicules, également une jonction entre la piscine et le jardin. Mais cette parcelle de 328 mètres carrés dépend du domaine public. Donc, il faut la désaffecter. Pour la désaffecter, il faut que cela soit prononcé par une loi, et cela dépend de la Haute Assemblée. Donc, nous avons reçu un projet de loi, et nous avons essayé de bien analyser quelles étaient les contreparties de cette désaffectation, puisque le promoteur s'engage en contrepartie de la désaffectation de faire des dations. Le gouvernement qui a discuté avec le promoteur nous a donc informé qu'il avait obtenu 1078 mètres carrés qui comprennent à la fois 6 logements domaniaux au Monte Carlo View, c'est ce très bel immeuble au boulevard de Jardin Exotique, et également 363 mètres carrés de locaux à usage pour le musée national. Sachant en plus qu'en affectant le musée national à cet endroit-là, on récupère 340 mètres carrés qui sont à la Villa des Pins. Vous me direz, c'est formidable. C'est là que le problème commence. Parce qu'en fait, nous n'avions pas la même méthode de calcul avec le gouvernement. Et nous considérions que l'échange n'était pas assez équilibré et pas assez adapté. Alors nous avons écrit au gouvernement dès septembre 2013, et nous avons demandé de voir avec le promoteur pour qu'il fasse un effort dans un échange un peu plus intéressant. Ça a pris du temps, parce que je rappelle quand même que nous, Conseil national, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller discuter, négocier avec le promoteur. C'est au gouvernement de le faire. Assez récemment, il y a quelques semaines, le gouvernement nous a annoncé qu'il avait obtenu des dations supplémentaires pour que cette parcelle soit désaffectée. Alors, comme dations supplémentaires, c'est pas rien. C'est quand même 3 ou 4, parce que ça va dépendre un peu de la typologie entre les F2 et F3, 3 ou 4 logements dans la tour qui fait 25 étages. Donc là, ce n'est plus au Monte Carlo View à un 2e ou 4e étage, mais là, nous sommes pratiquement jusqu'à un 9e étage dans la tour des Giroflées. Et c'est quand même important pour nous d'avoir eu ces mètres carrés, puisque nous passons de 1078 mètres carrés de dation à 1551. Donc, vous voyez, en ce sens, je pense que nous avons rempli notre mission et nous avons parfaitement obtenu, si vous voulez, un échange équitable qui permet à la fois
de répondre à un souci économique, parce que nous avons besoin, il faut encourager les promoteurs privés à pouvoir faire des opérations de la sorte, parce que n'oublions pas que qui dit immobilier nous permet de générer des ressources, et on ne peut faire du social et on ne peut construire des logements domaniaux que si nous avons des ressources en ce sens. Merci Claude Boisson pour cet éclairage. À présent, retrouvez la vie parlementaire suivie des expressions libres. Et pour débuter cette vie parlementaire, le président du Conseil national, Laurent Nouvion, et plusieurs élus faisaient partie de la délégation officielle qui a accompagné le souverain sur le site de l'exposition universelle de Milan. Visite dans le cadre de la Journée nationale de Monaco. Plusieurs temps forts ont rythmé cette journée, dont la découverte bien sûr du pavillon de Monaco, mais aussi celui du pays hôte, l'Italie, ainsi que le pavillon du Kazakhstan qui accueillera l'exposition internationale en 2017 à Astana. Autre visite, mais en principauté, cette fois dans le quartier de Fontvieille où Monaco Télécom a inauguré son nouveau data center. Le DC3 est dédié à l'hébergement et à la protection des données, notamment des entreprises monégasques de la région, voire même internationales. Tout cela dans un cadre hautement sécurisé. Monaco Télécom possédait déjà 2 data centers comprenant 130 baies et ses grandes armoires informatiques. Eh bien, ce 3e data center de 1000 m² pourra héberger environ 220 baies. Ce centre de stockage de données numériques a coûté un peu plus de 5 millions d'euros et a été entièrement réalisé par des entreprises monégasques en partenariat avec des équipementiers internationaux. Ce nouveau data center sera opérationnel début juillet. Quand on est arrivé il y a 2 ans, il y avait pénurie de logements. Le gouvernement ne voulait pas le voir, mais il y avait pénurie de logements et malheureusement, les faits nous ont donné raison. Heureusement, nous avons obtenu plusieurs opérations. Tout d'abord l'Angelin, dont la construction a démarré. L'opération Testimoniaux 2, dont nous allons voter la loi de désaffectation pour permettre cette construction, pour laquelle nous serons tout à fait attentifs à la construction, avec une priorité nationale pour les sous-traitants, attentifs également au montage financier, pour ne pas se retrouver dans la même situation dans laquelle on a été pour la Tour Odéon. Ensuite, nous serons en attente, nous sommes en attente des opérations intermédiaires indispensables que le gouvernement doit nous présenter. Nous sommes également soucieux de l'avenir des enfants du pays et c'est pour cela que nous militons, comme vous le savez, sur le très grand IDA pour laquelle nous attendons un retour du gouvernement. Comme vous le savez, les conseillers nationaux ne sont pas des professionnels de la politique. Nous avons tous des familles, des métiers, des engagements associatifs qui nous prennent un certain temps. Bien entendu, nous faisons aussi beaucoup de travail pour le Conseil national et nous l'avons bien voulu puisque nous avons voulu être élus. Nous y consacrons beaucoup de temps. Nous faisons un travail législatif de qualité. Je m'étonne de ce qu'on puisse reprocher au Conseil national une prétendue lenteur, alors que très souvent le gouvernement ne manque pas de mettre parfois plus d'1 an à nous répondre sur des textes qui sont l'objet d'un consensus général et qui auraient pu être votés notamment à cette session si les réponses attendues nous étaient parvenues. Je voulais vous parler de 2 sujets, la fonction publique et la qualité de vie à Monaco. Concernant la fonction publique déjà, vous le savez, la majorité Horizon a renvoyé le texte au gouvernement avec une liste de questions précises et des propositions. Ce texte, à notre avis, n'est pas assez ambitieux. Nous voulons aller plus loin, nous voulons de la substance, nous voulons accompagner la modernisation de la fonction publique pour les prochaines années. À ce titre, le dossier n'est pas clos. Nous allons travailler sur ce texte avec le gouvernement pour l'enrichir et apporter beaucoup de nouveautés et beaucoup de substances positives pour l'ensemble de la fonction publique. Je souhaite vous parler de 2 événements qui concernent le domaine culturel. La Nuit Blanche et évidemment la loi sur le patrimoine. La Nuit Blanche, cet événement exceptionnel que nous avons proposé en début de mandature pour faire venir à terme à Monaco 30 000 personnes pendant une nuit exceptionnelle consacrée à l'art contemporain au sens large. Cela veut dire qu'on ne doit pas inventer un événement supplémentaire aux 260 qui existent aujourd'hui, mais vraiment donner un coup de force formidable pour effectivement donner envie, attractivité, de venir à Monaco. Il ne s'agit pas de créer un événement pour lequel les spectateurs passant par hasard viendraient voir en plus. Non, c'est des nouveaux que nous devons accueillir à Monaco. Nous travaillons pour que cette nuit blanche ait lieu en 2016.
Nous devons avoir les moyens de nos ambitions. Donc nous souhaitons avoir une économie dynamique et diversifiée. Diversifiée signifie ne pas être dépendant exclusivement de l'immobilier. Nous ne pouvons pas tout attendre du gouvernement. Nous attendons un cadre favorable au développement économique. 3 exemples concrets. Tout d'abord, la modernisation de l'économie. Nous travaillons depuis 2 ans sur ce texte. Nous avons envoyé des questions, des amendements, une demande de scission du texte il y a plus d'1 an au gouvernement. Nous attendons son retour. Deuxième exemple, la proposition de loi sur le multifamily office. Nous attendons la transformation en projet de loi le plus vite possible. Troisième exemple, les négociations avec l'Union européenne pour laquelle nous serons très vigilants à l'intérêt de l'économie de la principauté et de tous les monégasques. Le second aspect, c'est évidemment la loi sur la préservation du patrimoine national. Nous avons transmis le projet de loi au gouvernement amendé, nous attendons son retour. Que dit ce projet de loi ? Il dit 2 choses. D'une part, c'est moderne et d'autre part, c'est modéré. Modéré pourquoi ? Parce que d'un côté, il concilie le passé et le futur. Et il est moderne parce qu'en même temps, il dit comment on valorisera le patrimoine monégasque dans 20 ans. C'est une vie durable du patrimoine sur lequel nous travaillons pour Monaco demain. La commission de législation que je préside s'est engagée à mettre le cap sur la sécurité juridique. Pour ce faire, nous prenons notre temps. Nous faisons appel à des experts en cas de besoin et nous tâchons de voter sereinement les textes que nous devons voter. La quantité n'est pas la qualité. Nous sommes des élus, nous avons des comptes à vous rendre et c'est ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous expliquer que nous travaillons beaucoup. Parfois, ça ne se sait pas parce que nous n'avons pas que des séances publiques. La plupart du travail est en séance privée, législative, et c'est normal puisque c'est un travail technique et c'est un travail de fond que nous devons faire et nous devons nous attacher à ce que les textes de loi soient votés dans votre intérêt et que Monaco soit un pays où règne la sécurité juridique. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés et c'est ce que nous faisons. La qualité de vie à Monaco. Déjà, première bonne chose, il y a des chantiers de partout. Monaco construit pour l'avenir et c'est une chose positive. Pour autant, nous pensons qu'il manque de la coordination. Car effectivement, ces chantiers de partout amènent des nuisances de partout. Nuisances de circulation, nuisances de qualité de vie, que ce soit intramuros, que ce soit dans les communes alentours. Nous voulons une coordination précise de toute cette partie-là pour justement anticiper et éviter ces problèmes. Nous attendons du gouvernement des initiatives pour prendre à bras le corps ce sujet avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des communes limitrophes et justement aller vers des solutions. On ne peut pas rester au point mort. Nous devons résoudre ce problème pour les années à venir. C'est primordial pour la principauté. Chers compatriotes, nous voici déjà à mi-mandat et il est temps de faire un premier bilan de notre action. Sur le plan législatif, nous avons financé et déposé 4 propositions de loi. La sauvegarde de justice et le mandat de protection future, le pacte de vie commune, la réforme du statut du chef de foyer et la rémunération des fonctionnaires. Ces propositions de loi de nature sociétale visent à améliorer la vie quotidienne des Monégasques et à moderniser notre pays. La majorité, qui n'a présenté aucun projet sociétal depuis 2013, a donc été contrainte de soutenir et voter la sauvegarde de justice. C'est une grande première et une victoire morale incontestable pour notre groupe. Qu'attend donc la majorité pour mettre à l'étude nos autres textes, puisqu'elle n'a rien à proposer ? Sur le plan politique, nous avons pris des positions courageuses concernant 3 sujets de grande importance pour l'avenir du pays. Sur l'Europe, la sortie de Monaco du processus de post-suivi du Conseil de l'Europe a validé de manière éclatante la position que nous avons toujours soutenue, et notamment qu'il ne fallait pas instrumentaliser les peurs. C'est un revers sérieux pour les positions ultranationalistes et anti-européennes défendues par le président du Conseil national et ses proches. Sur la SBM, nous avons lutté sans relâche contre les tentatives de politisation à outrance et soutenu les plans de la direction dans le domaine social et financier. De nouveau, les faits nous ont donné raison. Les pompiers pyromanes ont échoué et c'est tant mieux pour la SBM et ses salariés. Sur l'usine d'incinération, aucune décision n'a été prise pour l'instant, mais nous continuons à penser que construire une nouvelle usine pour brûler des déchets en pleine ville et à 20 mètres du futur collège est une très mauvaise idée. Une idée du passé qui va à l'encontre des intérêts objectifs du pays et de son souverain. Nous continuerons donc à nous battre en espérant que le bon sens triomphera de l'immobilisme. Vous le voyez, n'en déplaise à certains, Union Monégasque existe, se bat et continuera de le faire pour les compatriotes et notre pays.
Mes chers compatriotes, à chaque élection, le même spectacle nous est offert. La classe politique unanime fait le serment de défendre la priorité nationale à l'embauche. Nous avons eu même le droit à la création d'une cellule de veille pour la priorité nationale, dont la majorité actuelle a tout simplement oublié de la doter des moyens de ses ambitions. Monégasque, au seuil des négociations avec l'Union européenne, Renaissance exhorte toutes les bonnes volontés à redéfinir ensemble l'essence même de la priorité nationale. Il est urgent de garantir la priorité nationale effective aussi bien à l'embauche que lors de promotion, afin que les futures générations de Monégasques puissent continuer à espérer travailler et s'épanouir dans leur pays. Renaissance vous remercie. Monsieur le Président, nous allons reprendre cet entretien en ouvrant un large volet consacré au logement. Oui. Peut-on faire finalement un état des lieux du parc domanial aujourd'hui ? Oui, cet état des lieux est marqué par à la fois des livraisons depuis 26 mois, depuis notre entrée en février 2013. Il y a eu la dernière tranche des Jardins d'Apolline livrée. Il y a eu ensuite, bien entendu, la Tour Odéon, qui est en cours de livraison avec des grandes commissions d'attribution. Et puis, il va y avoir dans les heures qui viennent, nous l'espérons, le vote du projet de loi testimoniaux pour ce grand chantier domanial d'envergure. On peut considérer aujourd'hui qu'en 26 mois, nous avons lancé le logement, le chantier de l'Angelin pour presque 155 logements, près de 150 à 160 logements sur testimoniaux et 2 opérations intermédiaires très importantes, une à la Villa del Sol et une autre à l'Annonciade. Donc nous friserons les près de 400 logements et de chantiers lancés pour nos compatriotes, ce qui est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, nous avons franchi les près de 3300 logements domaniales à Monaco. Nous devons penser à anticiper et à réfléchir sur les besoins réels et à anticiper ces besoins sur les 15 années qui viennent. C'est ça, c'est toute notre démarche avec la commission du logement et l'ensemble des élus de la majorité et le ministre d'État, puisque j'ai fait un appel en ce sens pendant mon discours au moment de ma réélection le 26 mai dernier. Et je crois que c'est un sujet absolument essentiel et sur lequel nous ne pouvons pas faire une économie. Nous devons réfléchir à cette anticipation et à cette planification à 15 ans des chantiers domaniaux. Alors vous avez dit récemment vouloir dépolitiser le dossier logement. Peut-on expliquer ? Oui, ça part de ce principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à prendre en otage les compatriotes sur des chantiers domaniaux et à se disputer autour de chantiers domaniaux, puisque, comme vous le savez, c'est un droit constitutionnel. Cette démarche doit se faire en plein accord c'est l'accord des volontés suprêmes entre le Conseil national et le gouvernement. Et donc, il faut passer par une vision par quartier, une anticipation, une volonté du gouvernement de s'accorder avec nous pour essayer il faut arriver à ne plus faire trop d'enjeux politiciens autour du logement de nos compatriotes et en anticipant la construction sur les 15 ans qui viennent. Il y a Annonciade 2, il y a le quartier des Fleurs, il y a l'impasse des Carrières, il y a des petites opérations domaniales que nous voulons mener qui sont beaucoup mieux intégrées à la ville. Nous allons avoir les résultats de l'entrée dans les lieux d'un certain nombre de familles de compatriotes à Odéon. Ça se passe en ce moment, pendant ces semaines. Et donc ça va nous permettre aussi d'avoir un certain recul après plus de 2 ans de mandat. Alors 2 projets de loi prononçant les désaffectations sur les opérations Testimoniaux 2 et la tour Giroflée. Finalement, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'une désaffectation en principauté ? Oui, une désaffectation, il y a un article très important de la Constitution qui est l'article 33 qui donne la possibilité au Conseil national de faire passer du domaine public de l'État, d'un terrain du domaine public de l'État, au domaine privé de l'État. Et sans cette désaffectation, sans cette loi, qui a vocation à vérifier, à donner la possibilité au gouvernement de lancer des travaux et de contrôler cette affectation. Sans cette loi, on ne peut rien faire sur ces terrains. Et d'où l'intérêt politique qui avait été d'ailleurs réfléchi et mis en place par nos prédécesseurs il y a plus de 50 ans, au moment
au moment de la dotation de la nouvelle Constitution de 62. Et cet article est un élément clé. Et nous voulons, dans le cadre de cet article 33, réfléchir aussi à ce qu'on appelle les matrices de calcul. À chaque fois qu'il y a des désaffectations, il y a des contreparties que l'État peut donner ou peut demander. L'État, c'est qui? Le gouvernement et le Conseil national. Et que nous voulons réfléchir à une matrice de calcul qui soit la plus équitable possible au profit de l'État dans les mètres carrés récupérés. On a un exemple simple qui est notamment l'exemple des giroflées ou du projet de loi testimoniaux qui vont être sous les feux de l'actualité dans les heures qui viennent. Vous aviez une très belle image justement avec un engin de chantier. Et oui, voilà. En fait, on ne peut pas juridiquement envoyer un engin et commencer des travaux sur un terrain qui appartient au domaine public de l'État. Il faut le désaffecter avant et ça c'est un élément clé que doivent comprendre nos compatriotes. C'est peut-être un peu technique mais ça fait partie des explications et des éléments de l'analyse complète pour qu'ils comprennent bien le temps que nous passons sur les lois, le temps que nous passons à mettre tout ça au point et à regarder avec les contreparties que nous demandons aussi au gouvernement où parfois nous pouvons apparaître comme étant un peu difficiles, un peu rudes, mais nous sommes dans notre rôle. Alors pour terminer sur le logement, Monsieur le Président, quelle est votre vision urbanistique aujourd'hui? À quoi ressemblera finalement Monaco en 2050? Je n'en sais rien. C'est bien entendu, ça fait partie des attributions de la plus haute autorité avec le gouvernement, mais nous participons à un certain nombre de structures comme le Conseil consultatif pour la construction, comme le Conseil supérieur construction, et nous sommes naturellement, dans le cadre des grands travaux et des différents budgets, consultés et associés à une politique urbanistique et à des immeubles, pas uniquement domaniaux, mais également parfois des projets privés où on nous demande des désaffectations. Regardez Testimoniaux, ce terrain de près d'1 hectare a été désaffecté, 65% vont revenir, le programme construit va revenir à l'État sous forme de 260 logements, d'une crèche, d'une école internationale, et la partie la moins noble, près de 37%, va revenir au privé. Nous avons travaillé là-dedans les contreparties. Ça fait aussi partie de notre vision urbanistique. J'espère que des urbanistes, avec le concours des architectes locaux, pourront être mis à contribution pour réfléchir véritablement à ce théâtre assez particulier qu'est ce théâtre et ce relief particulier qu'est l'ensemble de la superficie à Monaco. Un autre sujet très important, Monsieur le Président, vous l'avez annoncé la dernière fois que nous nous sommes vus dans l'émission parlementaire sur notre chaîne. Vous souhaitez vous intéresser de plus près à la qualité de vie en principauté. Oui, la qualité de vie, tout est lié. Qualité de vie, circulation, phasage des chantiers. Je suis pour les chantiers, je suis pour la croissance à Monaco, mais il faut que ces chantiers soient encadrés, structurés, phasés et qui s'inscrivent dans un programme général. Dans un programme général parce que sinon les Monégasques, les résidents vont avoir des difficultés de qualité de vie que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes condamnés à nous développer, à construire, à mieux construire, à développer des espaces verts et à essayer d'être le plus créatif possible. Mais pour ça, il faut anticiper et notamment avec l'apport de professionnels et de gens dont c'est le métier. Je crois que c'est absolument essentiel. Monsieur le Président, avant de nous quitter, nous allons fêter les 10 ans de règne du souverain en juillet prochain. La principauté s'apprête à vivre un moment historique. Oui, c'est un moment très particulier et nous sommes tous, nous avons impatience, nous sommes très impatients de fêter ce 11 juillet prochain autour du souverain et de la famille princière, de la princesse et des enfants princiers. Et je crois que ces 10 ans de règne ont été marqués d'abord par de la tristesse et du chagrin quand le prince Régnier III nous a quittés. Mais aussitôt, on fait suite à un grand engouement et une véritable énergie dans le cadre de ces années de règne, du nouveau règne du prince Albert II. Et je crois que nous, au Conseil national, même si parfois, y compris dans mes propos et dans nos déclarations, on peut considérer que nous sommes un peu abrupts, nous faisons notre travail de tout notre cœur, mieux possible avec la confiance qui nous a été donnée par nos compatriotes il y a maintenant 2 ans dans le cadre de cette législature pour accompagner le prince souverain et les pouvoirs qu'il délègue à son gouvernement dans le cadre du développement de Monaco pour la prospérité de nos compatriotes, de la principauté et des résidents qui sont là et de tous ceux qui aiment notre belle principauté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accordé une fois de plus cet entretien
C'est moi qui vous remercie et qui vous remercie une fois de plus, pour reprendre vos propos, de se trouver dans ces endroits particuliers, de cette prouesse technique de l'ensemble de l'équipe. Merci encore à Monaco Info. Et je vous le rappelle, les 17 et 18 juin auront lieu les séances publiques à suivre en direct sur Monaco Info et sur le site du Conseil national. Merci de nous avoir suivis.